placer les concepts généraux du développement. Ces concepts généraux-là, ils s'appliquent à toute la vie, de la naissance jusqu'à la mort vieux. Dans le cours Comportement humain 1, on finit la séquence de cours avec le développement de l'enfant. Et dans le cours Comportement humain 2, on commence la séquence avec le développement de l'adolescent jusqu'à la personne âgée. Les principes fondamentaux que je vais vous présenter aujourd'hui s'appliquent à tous les âges de la vie, à l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, adulte d'âge mûr, puis personne âgée. Au prochain cours, je vais rentrer dans les spécificités du développement de l'enfant, mais là, j'ai présenté le développement de la personne. Les deux concepts les plus compliqués à comprendre, ce sont les concepts de zone proximale de développement et de régulation mutuelle. J'ai oublié de mettre mon web. Et pour bien les comprendre, il faut que vous compreniez les notions préalables que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Quand on parle de développement de la personne, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui se développe? Qu'est-ce qu'il y a de différent en vous, maintenant, par rapport à vous quand vous aviez 2 ans, 3 ans? Votre pensée, donc, dans les dimensions, il y a 4 dimensions du développement. Il y a votre façon de penser est très différente. Donc, votre développement cognitif, le terme cognitif, ça a rapport à votre pensée, à votre raisonnement, à vos connaissances. Qu'est-ce qui a changé aussi? Développement physique. Si vous prenez des photos de vous quand vous étiez petit, vous allez peut-être vous reconnaître. On a des constantes, là, ce qu'on connaît souvent, pas toujours, mais on a changé beaucoup. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se change? Qu'est-ce qui se transforme en vous? Le jugement, c'est cognitif. La personnalité, c'est quoi? La personnalité, je vais retenir, c'est une bonne réponse. Ça veut dire quoi, toi? Les émotions. Alors, je vais prendre personnalité et émotion. Je vais écrire le développement affectif. Puis tantôt, je vais élaborer sur en quoi les émotions, ça relève du domaine affectif, en quoi la personnalité, ça relève du domaine affectif aussi. Vous en manque un. Social. La relation avec les autres. Souvent, vous allez voir dans les manuels qu'on vous fait lire souvent, ou peut-être des gens, quand ils vous expliquent des choses, on va utiliser l'expression socio-affectif. Socio-affectif. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Quelqu'un qui dit socio-affectif dans un seul mot, il dit ça souvent parce qu'il y a de la difficulté à faire la différence entre le développement affectif et social. Fait qu'il taponne en un mot, puis ça a l'air brillant, mais c'est un indice de manque de compréhension de ce concept-là. On taponne les deux ensemble. Moi, je vais exiger de vous que vous soyez capable de distinguer ces 4 dimensions du développement. Quand je vais vous demander évaluer le développement de tel personnage, mettons des enfants, dans le cas de Patrick Patterson, bien, vous allez devoir écrire 4 paragraphes. Un sur son développement physique, avec les indicateurs, un sur le développement cognitif, un paragraphe sur le développement affectif et un paragraphe sur le développement social. Nous allons maintenant les définir. Le développement physique, c'est assez simple. En quoi consiste le développement physique d'une personne? C'est toutes les transformations qui touchent son corps. Est-ce que vous pouvez me donner 3 indicateurs du développement physique de quelqu'un? Oui. Le changement de voix, le teint de voix. Le son de sa voix, le timbre de voix. À l'adolescence, il y a une modification dans la voix. C'est une bonne réponse, mais je ne vais pas l'écrire. Mais c'est une bonne réponse. Oui. La taille. Donc, la croissance. C'est un indicateur de développement physique. Vous alliez dire quoi?
Ouais, mais donnez-en une autre. Ouais, la taille. La croissance des cheveux, la transformation des cheveux. À l'adolescence, des fois, il y a une transformation hormonale qui fait que quelqu'un qui n'était pas frisé va devenir frisé soudainement à l'adolescence. Il y a effectivement, il y a peut-être des indices, mais ce n'est pas le premier auquel on pense. Quand un bébé vient au monde, c'est quoi qu'on lui fait? On mesure sa taille, sa masse, ou le poids. Donc, je vais écrire voix, mais je ne l'écris pas en premier parce que ce n'est pas le premier des indicateurs. Alors, ça, c'est des indicateurs. Pourquoi ce sont des indicateurs? Parce qu'on peut l'observer, on peut les mesurer. Il existe des normes. Vous avez probablement vu ça, des courbes de croissance, des tableaux là, avec, mettons, les mois. Puis là, ça, c'est, mettons, des mesures. Puis on remarque que l'enfant, bon, à la naissance, il faisait ça, puis il va... à chaque mois, on le pèse ou on le mesure, puis il y a une courbe. Ces courbes-là, souvent, on remarque que sur le tableau, il y a une courbe maximum, puis une courbe minimum, puis un enfant va se développer, mettons, proche de la courbe maximum, ou un autre enfant va se développer proche de la courbe inférieure. Fait que les lignes pleines constituent des normes de référence pour évaluer si l'enfant se développe normalement. Une norme, ça sert à évaluer la normalité. Et quelqu'un, moi j'ai un de mes voisins dont le fils, à 14 ans, il mesurait 6 pieds 7. C'est comme si le tuning hormonal de croissance, il n'y avait pas de piton off, puis c'était hallucinant. Là. Puis ce voisin-là, il mesure à peu près 5 et 7, c'est un petit homme, il n'est pas grand. Son fils était quasiment 2 fois plus grand que son père. Essaye de chicaner ton jeune de 14 ans, là, tu n'as pas fait tes devoirs. Oh, excuse-moi, papa. Mais donc, il était à l'extérieur de la courbe normale. Ça veut dire qu'il faut agir avec des hormones pour stopper la poussée de croissance. Et en plus, il y avait beaucoup de douleurs. Là, à toutes les articulations de son corps, ça lui faisait mal au bout. Ils l'ont intercepté avant qu'il pogne 12 pieds. Même chose, quelqu'un pourrait se développer anormalement, quelqu'un qui souffrirait d'un nanisme, par exemple, on verrait qu'à un moment donné, il sort des balises normales. Maintenant, c'est... Là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Selon le mode de vie que tu vas mettre en place dans la vie d'un enfant ou d'une personne, on va optimiser son développement ou on va le minimiser. S'il est dans des mauvaises conditions économiques, affectives, sociales, qui ne s'alimente pas bien, qui ne dort pas bien, qui est stressé, etc., bien, il va très très peu se développer. Il aurait le potentiel de se développer beaucoup, mais il va très peu se développer. Et inversement, si on stimule correctement un enfant, bien, il va aller au maximum de son développement. Cette courbe développementale-là, l'année prochaine, je vais la refaire, mais je vais la prolonger sur toute la vie. Au début de la vie, on a une poussée de croissance. La première année de la vie, on a une poussée de croissance de telle sorte que la courbe de croissance, elle est, c'est une fonction du second degré. Après ça, pendant l'enfance, on continue de grandir, mais moins rapidement que la première année de vie. Après ça, on a une deuxième poussée de croissance. À quel moment, d'après vous? À l'adolescence, c'est un autre boom de croissance. Puis après ça, il y a un plafonnement jeune adulte. Et à un moment donné, ta courbe, quand je suis plus petit que je fus à l'époque, parce que je pense, bon là j'ai
limite, là. Ma courbe est peut-être un peu exagérée. Alors, il arrive, quand on est jeune adulte, quand on arrive jeune adulte, autour de 25-30 ans, on est comme au maximum de notre potentiel développemental. Il y a un petit plateau qui dure pendant un certain temps. Et autour de 40-45 ans, on est de l'autre côté de la montagne de notre vie. On s'en va, puis au bout, c'est bon comme genre la mort. Je vous apprends rien, là, parce que l'étude est passée. La seule garantie que tu as quand tu viens au monde, c'est que tu vas mourir. C'est juste que cette pensée-là, elle ne nous habite pas tout le temps. J'espère que je vous apprends. On n'aime pas tellement penser à cet objet-là qui est la mort. Or, la pensée de la mort, c'est le principal ingrédient pour atteindre l'actualisation. Pour atteindre l'actualisation. L'actualisation, ça veut dire quoi? L'actualisation, c'est le besoin d'aller au maximum de notre développement. Alors, imaginons que pendant que vous êtes aux études, vous mangez de la poutine du cégep. La poutine du cégep ne sert pas à combler un besoin physiologique. Quand tu manges de la poutine, il y a un party dans ta bouche. C'est du fun. Tu manges ça parce que tu as un sentiment d'agrément, tu as un plaisir à manger ça. Fait c'est pas un besoin lié à la survie, c'est un besoin physiologique. Et tu ressens la même drogue à manger du fast-food qu'à fumer la cigarette. La personne qui fume la cigarette, elle répond à un besoin physiologique parce que, à force de fumer la cigarette, tu introduis de la nicotine dans ton cerveau, dans tes poumons, oui, mais dans ton cerveau surtout. Et ton cerveau fonctionne avec des neurotransmetteurs, entre autres la sérotonine. Et le cerveau produit ses propres neurotransmetteurs. Sauf que quand tu prends des drogues psychotropes, ces drogues psychotropes-là viennent remplacer les neurotransmetteurs de ton cerveau, de telle sorte que ton cerveau arrête la production des neurotransmetteurs. Fait que quand le cerveau arrête la synthèse de la sérotonine, par exemple, tu es obligé de fumer pour que ton cerveau fonctionne, tout simplement. Fait que tu deviens dépendant physiologiquement. Puis arrêter de fumer, c'est très dur parce que faut que tu attendes que le mécanisme du cerveau se remette à on. Puis il y a une étape de sevrage très souffrant pour ça. Fait que la poutine, c'est la même affaire. Ce que vous allez introduire dans votre corps vient fabriquer votre corps. Fait que si tu manges de la cochonnerie, ben tu vas te développer au minimum. Ce qui fait que quand tu arrives à la fin de ta vie, il y a des jeunes qui vont se développer au maximum par une bonne alimentation de l'exercice physique. Puis quand ils vont avoir 60 ans, ils sont plus performants physiquement qu'un jeune ado. Il y a des ados, là, tu leur fais courir 3 coins de rue, ils ont le goût de vomir le poumon tellement ils sont essoufflés. Puis tu as des gens qui ont 80 ans qui courent le marathon. Pourquoi? Parce que l'impact de la poutine que tu manges aujourd'hui, c'est à 60 ans que tu vas la ressentir le plus. Et quand on intervient en prévention, il n'y a rien de plus dur au monde. Quelqu'un qui a le cancer, tu dis peut-être que tu t'arrêtais de fumer, il y a une motivation particulière. Mais quand le jeune a des besoins sociaux, puis tu dis peut-être que tu devrais arrêter de fumer, ça n'a pas de sens pour lui. Là. Surtout qu'il a l'impression que ça ne l'affecte pas de manger de la poutine puis fumer la cigarette. Il n'a pas l'impression que ça l'affecte. Pourquoi? Parce que sa courbe est en croissance vers le haut. Parce qu'il n'a pas l'impression qu'il perd des choses. Il va s'en rendre compte quand il y a des gens, là, ils ont 50 ans, ils ont de l'air de 75. Puis il y a des gens, ils ont 75, là, puis ils ont l'air de 40. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place les conditions pour se développer, tant pour la physique, cognitive, affective et sociale. Ça marche? Alors, vous avez une responsabilité importante pour faire pas juste de l'intervention curative, mais vous avez la responsabilité de la santé publique de la population québécoise, si vous travaillez au Québec, évidemment,
et d'informer. Il est possible qu'on vous invite à une émission de radio, que vous allez avoir à prendre la parole publique. Vous ne parlez pas en votre nom personnel, vous parlez en votre nom professionnel et vous devez donner des informations qui permettent à la population de faire des prises de conscience sur les indicateurs de santé, de développement. Et peut-être que vous allez intervenir avec une famille dont vous voyez l'enfant qui a une prédisposition à l'obésité, peut-être, puis il y aurait de l'éducation à faire pour informer les parents ou la population sur les bons indicateurs à mesurer et les bons déterminants. Je reprends les déterminants après. Est-ce que vous connaissez un indicateur du développement cognitif? Le quotient intellectuel, c'est un bon indicateur. Le quotient intellectuel, donc ton intelligence, c'est un indicateur de... Oui? Le langage. Exactement. C'est l'indicateur qui est mon indicateur préféré, le langage. Alors, les mots que tu dis, que tu utilises pour communiquer, nous indiquent le niveau de connaissance, de maturité intellectuelle que tu as et d'intelligence. Quand tu utilises des mots comme genre, tu sais, puis tout ça, puis nan, quand tu parles aux gens, c'est un indicateur qu'il n'y a pas beaucoup de mots de vocabulaire dans ta tête. Si, quand on te demande comment ça va, tu as juste 2-3 mots pour décrire les émotions que tu as, tu es prêt de nuancer les types de peur que tu as entre angoisse, phobie, peur, crainte, toute la même affaire pour toi dans ta tête. Bien, ça montre la pauvreté de ton intelligence, de tes connaissances. Et beaucoup de gens sont beaucoup moins connaissants qu'ils pourraient à l'âge à laquelle il est rendu. Un peu comme la courbe que je donnais tantôt là, sur le plan physique. On a la même courbe au plan intellectuel. La plupart des gens sont sous-développés. On est sous-développé au plan physique, on est très sous-développé au plan intellectuel. Donc le langage, les connaissances. Je ne sais pas si vous remarquez, mais moi, mon mandat ici, comme prof, je n'ai pas à vous développer la santé physique, là. Je n'ai pas non plus à développer votre santé affective. Vous n'êtes pas ici pour avoir des amis, là, puis que je vous aime, puis que j'espère que vous avez des amis dans la vie. En tout cas, moi, je ne viens pas pour que vous m'aimiez, parce que j'ai des amis dans la vie, croyez-le ou non. Mon mandat, c'est de développer intellectuellement. On est aux études supérieures, vous avez des connaissances scientifiques à acquérir. Alors, souvent, j'essaie de faire porter votre attention sur le choix des mots que vous prenez pour répondre aux questions que je vous pose. Souvent, vous me répondez avec des bouts de phrases ou juste des mots qui sont garochés comme ça, un peu au hasard parfois. Et j'utilise la façon dont vous vous exprimez pour travailler votre langage, pour être sûr que votre langage soit à la hauteur des connaissances que vous venez chercher ici. Fait que je travaille le langage. Je fais toujours attention à comment je dis les choses moi-même. Je ne parle pas comme ça dans la vie de tous les jours avec les enfants, je ne parle pas avec mes amis, je ne parle pas comme ça. Avec eux, je n'ai pas le mandat de développer intellectuellement. Ça va? Donc, vos connaissances, etc. Au plan affectif, quels sont les deux... nommez-moi des indicateurs du développement affectif de quelqu'un. Amour. Oui, l'amour, mais plus généralement. Qu'est-ce que tu as dit comme réponse tantôt? Les émotions. Les émotions. Les émotions que vous éprouvez et la personnalité. Je vais dire quelques mots. Alors, il y a des gens qui ont tout le temps une tendance à se méfier des autres, ou d'être pessimistes, ou ils ont une couleur émotionnelle très particulière. Il y a des gens qui sont optimistes et joyeux, puis quand ils sont face à l'adversité, ils sont plus courageux et ils mobilisent leur effort. Tandis qu'il y en a d'autres, une petite affaire de rien, ils vont s'écraser, ils ont peu de résilience face aux épreuves. Donc, vous avez tous vous avez des connaissances particulières, vous avez un corps particulier, mais vous avez aussi une palette émotionnelle qui vous est typique. La personnalité, c'est la façon dont vous allez réagir ou la façon dont vous allez vous comporter dans différentes situations.
Votre façon, par exemple, la perception que vous allez avoir des situations vont faire que vous allez vous comporter d'une façon ou d'une autre. Et votre personnalité, il y a certains auteurs qui ont élaboré des théories de la personnalité. La plus connue, peut-être la plus floue de toutes, mais on va l'utiliser quand on va évaluer le développement de l'enfant, c'est la théorie de l'appareil psychique. L'appareil psychique, vous avez probablement vu ça en philo, c'est le ça, le moi et le surmoi. OK? Alors, s'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ces trois structures. Okay. Alors, vite, là, le ça, c'est le réservoir de toutes les pulsions émotionnelles que vous avez en vous. Mais elles sont inconscientes. Par exemple, vous avez des pulsions agressives. Tout le monde. Quand vous rêvez la nuit avec un monstre ou des choses très violentes, c'est vos pulsions à vous qui émergent de façon très symbolique dans votre inconscient. Puis quand vous êtes choqué après quelqu'un, dans une situation, mettons, il y a un événement déclencheur qui déclenche votre colère, bien, vous allez puiser en vous la colère qui vous habite tout le temps, puis vous en faites sortir un morceau dans la situation donnée. Mais votre colère inconsciente, elle est tout le temps présente. Vous êtes tout le temps en colère, vous êtes tout le temps triste, vous avez tout le temps peur. Vous avez toutes les émotions de votre vie, là, elles sont comme condensées dans un réservoir inconscient, qu'on appelle le ça. Puis quand il y a un événement déclencheur, cet événement déclencheur vient sortir une petite bulle de ce contenu, un petit morceau de votre contenu émotif. Vous ne pouvez pas ressentir toutes les émotions d'un coup là, parce que vous en crèveriez. C'est trop intense. C'est une pulsion, il faut voir ça comme une énergie qui veut sortir tout le temps. Le surmoi, c'est une structure qui se développe autour de 3 à 5 ans. Avec le complexe d'Oedipe, je ne vais pas élaborer là-dessus, je vais y revenir à un moment donné de toute façon. Mais juste comprendre que le surmoi sert à bloquer les pulsions du ça. Si vous aviez juste un ça, ben, vous réagiriez tout le temps à toutes les situations. Mettons, tu es choqué contre le prof, puis en classe, tu pognerais un air contre le prof à tout bout de champ. Alors retiens-toi un petit peu quand même. Un bébé à la naissance, il ne peut pas se retenir. Mettons que tu viens d'y acheter un beau pyjama tout neuf, puis à un moment donné, quand il a envie de caca, il va le remplir de caca, puis tu dis, ah, c'est dommage, il est neuf. Mais il ne peut pas se sentir coupable, il ne peut pas se retenir. Mettons, il braille à 2 h du matin avec des décibels extrêmement puissants, c'est petit ces machines-là, mais ça crie fort. Puis que chez vous, les murs sont très minces, puis le voisin, il veut dormir. Mais ton enfant de 6 mois, 1 an, il ne peut pas se retenir. Son surmoi, il n'est pas encore assez fort. Fait que le surmoi, c'est un mécanisme d'autocontrôle. Le ça, c'est un mécanisme d'expression émotionnelle. C'est bien d'exprimer ses émotions. Il faut. Il y a des gens qui ont un surmoi trop fort. Aussitôt qu'ils ont une petite émotion, ils se sentent coupables. Ils sont prêts à faire « ouais ». Ils n'ont pas accès au plaisir, ils se sentent tout de suite coupables. Quelqu'un veut lever la main parce qu'il n'a pas compris, il ne va pas lever la main. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite voix dans sa tête qui dit « ferme ta gueule, niaiseuse, tu n'as pas compris, au moins cache-les, pas personne te voit. » T'as faim, tu sais, dans un buffet, un mariage, t'as faim, quelqu'un qui a un ça très fort, tu sais, qui voit le gars qui se promène, toi t'as faim, tu tasses les gens, tu vas dire, ça va prendre 3-4 bouchées, t'en mets dans... Tu reviendras tout à l'heure. Quelqu'un qui a un surmoi, il a aussi faim que l'autre. Puis là, la personne passe, mais elle est juste trop loin. Il n'apprend rien. Il passe proche. Excuse. Elle va en prendre un. On va le manger à 7-8 bouchées. Le sol, il est alors, le moi, qui est un signe de maturité affective, c'est la structure qui arrive à la fin de l'adolescence. Notre moi se développe. Quand le moi est développé, tu es un adulte. C'est long à développer la maturité affective.
Alors, c'est quelqu'un qui va accepter de vivre les émotions qu'il vit. Il va les accepter, toutes, même les plus perverses et violentes. Il va les accepter, mais il va les manifester de façon adaptée socialement. Il va se contrôler. Il va s'autoriser à vivre. Ça, c'est des caractéristiques affectives. Caractéristiques sociales, c'est quoi? Facile, ça. Ouais, c'est toutes les relations que tu as avec les autres. Les autres. L'affectif, on va dire que l'affectivité, c'est la relation que tu as avec toi-même. Alors que les relations sociales, c'est les relations que tu as avec les autres. Donnez-moi un indicateur de relation, de développement social. Facile. Travail. Quantitatif. Ouais, on pourrait dire les types de relations. Avec qui tu es en relation? Est-ce que tu es en relation avec le monde au travail? Est-ce que tu as des amis à l'extérieur de ta famille? Il y a des gens que les seules relations sociales qu'ils ont, c'est dans leur famille, ou dans leur religion, ou dans leur groupe fermé, politique. Et quand ceux qui sont sous-développés, parce qu'ils ont peu de diversité de relations. Ils ne parlent jamais à leur prof, ils ne parlent jamais au monde à côté des autres. Ils se sont fait un ami en secondaire 2, puis ils restent avec cet ami-là. Ils se sont fait une blonde à 12 ans. Ils vont la marier. Ils vont avoir 2 enfants, dont on connaît les noms déjà, 10 ans à l'avance. Donc, les types de relations, la diversité des relations, puis la quantité. On peut mesurer le développement social de l'individu. Si les seuls amis que tu as, c'est des amis Facebook, les autres, tu n'as pas d'amis. Pas d'amis, mais sur le plan fantasmatique, tu as l'impression que tu as plein d'amis. Puis tu vas utiliser ça pour nourrir ton estime de toi. Tu vas dire, hey, moi j'ai 560 amis. Pourquoi tu dis ça? Tu ne vis rien au plan social avec ces gens-là, mais c'est uniquement pour montrer tes photos, c'est uniquement pour parler de toi, c'est uniquement pour le chiffre qui est plus gros que l'autre. C'est uniquement pour. Parce que quelqu'un qui se vante, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime de lui-même? Plus tu parles de toi, plus tu fais la démonstration que tu n'as pas beaucoup d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est une des dimensions du développement affectif. Ce que je m'aime, moi. OK. Ça, c'est des. Je vais effacer les indicateurs. Et je vais vous parler des déterminants. On est ici. Les déterminants du développement. Alors, déterminant. Qu'est-ce que c'est un déterminant? Ça peut être un précurseur. Souvent, le déterminant, effectivement, il arrive avant, mais les behavioristes vous diraient qu'il y a souvent des déterminants qui arrivent après. Tu fais quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose après. Mais, c'est quoi la différence entre indicateur et déterminant? Ça, il faut que vous intégriez ça, c'est des notions. Un indicateur, c'est quoi? C'est un fait observable. OK? Un déterminant, c'est quoi? Un facteur de causalité. C'est quelque chose qui va affecter, qui va avoir un effet sur autre chose. Alors, nommez-moi un déterminant physique. Un déterminant du développement physique. Alimentation. Un autre? Comment? La génétique. Un quoi? La génétique. Ouais, la génétique, je vais le mettre à part, la génétique. Mais un des déterminants. Un des déterminants du développement physique, cognitif, affectif et social, là, un des déterminants de ça, c'est la génétique. Génétique. Ça touche tout. Puis c'est important de le savoir. C'est juste que sur la génétique, vous n'avez pas grand pouvoir. Les médecins pourraient, sur le plan hormonal, faire des interventions ou des manipulations génétiques là,
dans la procréation assistée, là, on peut manipuler la génétique d'un individu là, par reproduction sélective, mais il y a des problèmes éthiques aussi là, par rapport à tout ça. Mais j'en parle pas beaucoup, ceux-là, pas parce qu'ils ne sont pas là, ils sont très importants. Le simple passage du temps fait que vous allez grandir. Là. Mais là, sur la génétique, on ne peut pas faire grand-chose quand on est une infirmière. On va intervenir sur les déterminants qui sont plutôt environnementaux, en changeant l'environnement. Fait à part l'alimentation, l'exercice physique, fait que si je veux agir sur... Maintenant, je prends la courbe de croissance de quelqu'un, puis au lieu de se développer au maximum, on voit qu'il se développe physiquement au minimum. Je vais utiliser les déterminants physiques. Je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un problème avec son alimentation, est-ce qu'il y a un problème avec l'exercice physique, avec le sommeil, avec... vous comprenez l'idée? Les déterminants physiques vont agir sur la dimension physique. Donnez-moi un déterminant du développement cognitif. La stimulation. Nommez-moi un exemple de stimulation cognitive. Ouais. Par exemple, l'école. Donc, la stimulation intellectuelle, donc l'éducation. En fait, je ne dirais pas. Éducation, c'est qu'il y a des dire merci, dire s'il vous plaît et tout ça. L'éducation a un impact social et un impact affectif. Je vais mettre des déterminants plus spécifiques, OK? Donc, mettons l'école, la lecture, les disciplines scolaires, l'apprentissage. Les études de cas de M. Marcotte, les tests de lecture, ça. J'essaie, certains pensent que je fais ça juste pour vous écœurer dans la vie, mais en fait, c'est parce que je veux essayer de faire de vous des êtres intelligents. Certains me résistent plus que d'autres. Bon. Donc, Internet peut jouer un rôle de sous-stimulant. Internet, c'est comme de la poutine. Ça avait du fun à faire ça, mais vous ne développez pas intellectuellement. Même quand vous écoutez un documentaire, vous ne développez pas nécessairement intellectuellement. Ça prend de l'exercice. Quand tu regardes le hockey, tu n'es pas en train de te développer physiquement. Quand tu regardes un documentaire, tu as l'impression que tu es en train de te développer intellectuellement. Mais si, suite au documentaire, tu fais un résumé ou tu fais un exercice, c'est par cet exercice intellectuel que tu te développes. Les gens ont l'impression qu'ils sont bien développés parce qu'ils ont un doctorat. Il y a des gens qui sont doctorats, qui sont intellectuellement sous-développés. À moins de faire des exercices d'assimilation puis d'expression des connaissances. Est-ce qu'il y a un indicateur, un déterminant, pardon, du développement affectif? Ouais, mais les parents peuvent te faire faire de l'exercice physique. Donc, les parents sont un déterminant physique. Les parents peuvent te faire la lecture, donc ils sont un déterminant du développement cognitif. Dis-moi, qu'est-ce que les parents doivent faire pour que tu développes ton affectivité? Tu es capable de t'exprimer, non? Sois précise, exprimer. Les émotions. Comment tu fais pour t'aimer toi-même? Il faut qu'il donne de l'amour. Exactement. Donc, il faut que, par exemple, mettons, si vous dites parent, là, je vais mettre parent entre guillemets parce qu'il y a plein d'autres mondes qui peuvent te donner de l'amour. Ton éducatrice peut te donner de l'amour, la gardienne peut te donner de l'amour. Il faut que tu donnes de l'affection ou il faut que tu donnes de l'estime. Si tu veux que quelqu'un se trouve bon, il faut que quelqu'un de signifiant lui ait dit « Aïe, t'es bon ». Il faut qu'on lui fasse vivre des réussites à cet enfant-là pour qu'il ait des émotions. Puis quand il exprime des émotions, il ne faut pas étouffer ses émotions. Il faut accueillir et peut-être diriger les émotions. Est-ce que l'enfant doit être en colère? Oui, il a le
droit d'être en colère. Il y a un système nerveux végétatif aussi. Il n'a pas le choix d'être en colère. Son corps est en colère. Fait qu'il faut juste canaliser constructivement sa colère au lieu de l'utiliser à taper sur sa petite sœur ou de mordre un enfant à la garderie. L'enfant qui mord une autre personne à la garderie, un autre enfant à la garderie, il n'est pas méchant. C'est pas par méchanceté qu'il fait ça. C'est qu'il n'a juste pas appris comment exprimer cette colère-là. Fait qu'il faut entendre quand il est en colère, puis lui dire comment exprimer cette colère-là. Quel est le déterminant social? Comment tu fais pour développer des habiletés à être en relation avec les autres? Il y a des relations avec les autres. Exactement. Donc, il faut que tu sois en contact avec les autres. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est gêné, il faut qu'il se fasse violence à lui-même. Parce que s'il est gêné, il n'ira pas avec les autres. S'il ne va pas avec les autres, il va rester gêné. Il y a des boucles qui nous enferment dans un sous-développement. Il faut amener les gens à être en relation avec les autres si on veut développer la relation avec les autres. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Là, je vais effacer les déterminants. Si je veux développer quelqu'un au plan physique, quel type de développement je dois aller chercher? Ce silence. Si je veux développer physiquement quelqu'un, quel genre de déterminants je dois aller chercher? Des déterminants physiques. Donc, alimentation, exercice physique, des choses comme ça. Si je veux développer quelqu'un au plan intellectuel, quel genre de déterminants je vais aller chercher? Des déterminants intellectuels. Okay? Fait que les déterminants doivent être de même nature. Si je vous demande d'évaluer le développement de quelqu'un, mettons un enfant, mettons le langage d'un enfant, puis cet enfant-là ne parle pas, il a 4 ans, puis il fait le gâteau, il ne parle pas bien. De quelle façon on va développer son langage? Avec la lecture. Ah ben pas avec la lecture, là, parce que là, il y a 4 ans, ça va être long avant qu'il demande son... Il faut qu'on lui parle. Si on veut que l'enfant parle, on va lui parler, ou on va le faire parler. Il faut qu'il y ait une logique entre chacune des dimensions du développement et la nature de la stimulation. Si je veux développer quelqu'un au plan social, est-ce que je vais lui faire des push-ups? Non? OK. Écoutez bien. Là, on va passer dans un niveau de complexité supérieure. OK? Vous avez compris que pour se développer au plan physique, il faut aller chercher un déterminant physique. Pour se développer au plan cognitif, on va chercher un déterminant cognitif. Si on veut se développer au plan affectif, on va chercher un déterminant affectif. Si on veut se développer au plan social, on va chercher un déterminant social. Ça, vous la comprenez bien, ça. C'est logique. Okay? Maintenant, toutes les dimensions du développement sont interdéterminantes. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Toutes les dimensions du développement sont interdéterminantes. C'est-à-dire que vous voyez le macramé qui s'en vient? Un être humain, ça ressemble à ça. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un comprend en classe, donnez-moi un indicateur de votre compréhension en me donnant un exemple d'interdétermination. Là, c'est à vous. Vas-y, écoutez bien les mots qu'il prend. Vas-y. Quelqu'un qui comprend en classe, si quelqu'un d'autre lui demande qu'est-ce que tu as compris, il va être capable d'entrer en relation avec cette personne-là pour lui expliquer. Et ce faisant, il va développer quoi? Les deux. Il va développer, dis les mots. Son côté cognitif et social. Exactement. Admettons que quelqu'un étudie
Étudier, mettons sa chimie ou sa psycho, étudier, ça développe quoi? Ça développe la compréhension cognitive que tu as de ta psycho. Si tu connais bien ta psycho, puis qu'il y a quelqu'un dans la classe qui ne comprend pas, tu vas aller vers cette personne-là, puis tu vas lui expliquer la psycho. Mais ta connaissance de la psycho t'aide à entrer en relation avec quelqu'un. Et si tu entres en relation avec quelqu'un, tu vas développer quoi? Tu vas développer tes habiletés sociales. Et cette personne-là va dire « Wow, t'es donc bien intelligent ». Ce commentaire-là va développer quoi en toi? Ton estime de soi, de telle sorte que ça va être plus facile pour toi d'aller vers les autres. Tu vas avoir confiance en toi. Fait un des déterminants du développement social, la meilleure façon d'apprendre à se faire des amis, c'est quand tu t'aimes toi-même. En t'aimant toi-même, tu as confiance que tu vas aller vers les autres. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas aller demander à la fille d'aller danser. Dans ta tête, tu te dis, je ne vais pas lui demander, elle va me dire non. Si tu as confiance en toi, tu te dis, elle ne va pas me dire non. Hey! Si jamais elle te dit non, tu vas dire, oh my God, elle est gênée. Tu ne vas pas dire, oh, moi je coche. Tu dis, pauvre elle, quelle occasion ratée. Vous comprenez l'idée? Même chose. Rappelez-vous de ça, si jamais vous intervenez, mettons, dans une école secondaire, tu vois un jeune qui a des tendances suicidaires, le suicide, c'est un problème d'estime de soi. Là. Cet objet que je suis n'a pas suffisamment de valeur, donc je vais l'éliminer pour vous libérer de cette plaie de l'humanité. Et que, mettons, l'infirmière, elle dit aux jeunes, voyons donc, un beau jeune comme toi, tu sais, si tu fais une intervention affective pour quelqu'un qui a un problème affectif, peut-être que ça ne marchera pas. Mettons, le jeune, tu sais, il se trouve poche. Puis il dit, oh non, je ne comprends pas pourquoi tu te trouves poche. Tu es tellement bon, tu es tellement habile, tu es beau, tu es un beau jeune, tu as la vie devant toi, dit-elle. Qu'est-ce que le jeune, il va dire? Il va dire, fuck you. C'est quoi ces paroles-là? Ça n'a pas de sens pour lui, non, ces paroles-là. Fait que ce qu'il faut faire, parfois, c'est intervenir par la bande. L'infirmière, voyant un jeune qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, va repérer un groupe de jeunes qui ont suffisamment d'estime de soi pour ne pas écraser les autres. Parce que quelqu'un qui écrase les autres, c'est un indicateur qu'il n'y a pas d'estime de lui-même. Puis vu qu'il n'y a pas d'estime de lui-même, il ne va pas travailler à se développer, bien trop dur. Il va juste rabaisser les autres. En rabaissant les autres, tu te ramasses à être plus grand que tout le monde, mais tu n'as pas travaillé sur toi. Tous les agresseurs, ils ont aussi un problème d'estime d'eux-mêmes. Parce que quand tu es bon, tu n'as plus besoin de te vanter. Tu n'as plus besoin d'écraser personne. Tu vas être sensible aux autres pour les aider. Fait que cette infirmière-là, voyant qu'un jeune a un problème affectif, elle va aller chercher des jeunes qui sont bien dans leur peau, vont faire une activité sociale ensemble dans laquelle ils vont éprouver du plaisir, et dans laquelle ce jeune-là, qui a un problème affectif, va vivre du plaisir avec des jeunes qui ont du plaisir avec lui. Et graduellement, ils vont inverser la tendance sur le développement affectif. Pire que ça, on a vu des jeunes en foyer de groupe, qui ont été placés par la DPJ dans des foyers de groupe, qui arrivaient à l'adolescence et qui n'avaient pas de poussée de croissance physique. Retard dans l'apparition des caractères sexuels secondaires, retard développemental physique. On les a placés dans des foyers d'adoption dans lesquels il y avait un équilibre affectif, que les adultes étaient chaleureux. Et parce que ces jeunes-là vivaient dans un milieu où il y avait de l'affection, devinez ce qui s'est passé, poussée de croissance. Bizarre, hein? Tu donnes un câlin, il grandit. Ça a l'air ésotérique comme ça. Les données probantes là, sont manifestes dans les textes sur le développement, dans les contextes socio-affectifs démunis. OK. Cela dit, principe de base. Je vais aller vite sur les trois premiers. Ils sont assez faciles à comprendre. Le développement se fait de façon continue toute la vie, dès la naissance même. Dès la conception, c'est-à-dire même 9 mois avant la naissance, là,
dès la conception, le fœtus se développe extrêmement rapidement. C'est spectaculaire. Quand la fille apprend qu'elle est enceinte, habituellement, elle prend sa mesure une semaine ou deux après la date normale à laquelle elle devrait être menstruée. Ce qui fait que le fœtus, parfois, il a déjà 4 semaines. Puis à 4 semaines, on voit déjà la tête, les bras, les jambes. C'est spectaculaire la rapidité avec laquelle les cellules souches se diversifient un petit peu. Et ce processus de développement dure toute la vie, pas juste au plan physique, au plan cognitif, affectif et social. De sorte que chaque fois que vous êtes devant un individu, peu importe l'état dans lequel vous interagissez avec lui, qu'il soit magané par la vie, qui a toujours été dans des conditions épouvantables de vie, qu'intellectuellement il est déficient, ou que c'est un vieux crouton qui radote, qui vous inspire rien, là, il faut toujours que vous voyez l'humain comme étant dans un processus de développement continu. On peut toujours intervenir, peu importe l'état dans lequel se trouve la personne, pour stimuler son développement physique, cognitif, affectif et social. Une personne de 120 ans peut acquérir des habiletés encore. Ce ne sera pas apprendre à piloter un drone à distance, là, mais ça va être peut-être faire des petites choses, des biscuits ou n'importe quoi. Il peut apprendre des choses au plan physique, cognitif, affectif et social. Si vous ne voyez pas qu'il est capable de se développer, vous qui êtes en soins infirmiers, bien, il y a peu de risques que d'autres mondes voient que cette personne-là se développe, puis on va négliger les soins à ces personnes-là. Qu'est-ce que ça donne? Mettons, je trouve que vous êtes toute une gang d'imbéciles pas intelligents. Qu'est-ce que ça me donnerait de m'appliquer à faire des études de cas, puis expliquer des affaires? Je vous garocherais mon cours en m'en foutant, là. Mais si je considère que dans ma classe, j'ai Einstein, j'ai Mozart, ben je vais m'arranger pour ne pas scraper ça. Fait que vous devez toujours avoir un préjugé favorable envers la personne avec qui vous intervenez, et non l'inverse. Donc le développement se fait de façon continue. Il est non synchrone, c'est-à-dire que le physique, le cognitif et l'affectif et le social ne vont pas se développer tout en même temps. Vous allez voir qu'il y a des jeunes qui vont avoir une poussée de croissance très tôt. Donc, physiquement, ils vont se développer bien, une poussée de croissance, ils se préparent à être adultes rapidement. Mais au plan cognitif, il est encore bébé dans sa tête. Au émotionnel, il y a encore une dépendance affective à ses parents, par exemple. Il y en a qui, intellectuellement, vont être très vifs, mais physiquement, ils n'ont pas encore commencé leur puberté. Tout ne se développe pas égal, c'est asynchrone, ces 4 dimensions-là. Et il y a des différences interindividuelles énormes. La distance entre la ligne maximum et la ligne minimum, elle est énorme. Et les parents sont très sensibles, ou les parents ont peur que leurs enfants ne soient pas normaux. Fait que souvent, mettons à l'école primaire, je ne sais pas s'ils font encore ça dans certaines écoles, mais moi quand j'étais petit, on mettait les enfants en rang, puis on mettait les plus petits en avant, puis on les laissait en ordre de grandeur jusqu'en arrière. Aujourd'hui, en tout cas à l'école où mes enfants vont, ils ne font plus ça, là. Ils ne sont même pas classés par groupe, c'est vraiment le bordel total, mais c'est correct aussi. Mais imaginez, les enfants sont placés là, par ordre de grandeur. Fait que tu as nécessairement 2 parents qui capotent. On est sur le bord de la clôture, on regarde les enfants rentrer. Le parent du plus petit, elle va regarder son fils. Là, en comparaison avec les autres, elle va dire « Oh my God, il est bien petit. » Je sais qu'il était petit, mais petit même. Là, elle a comme une crainte. Puis l'autre parent va dire « Oh my God, il est bien grand, elle. » C'est normal. On se pose tout le temps la question « Je suis normal? » Alors que le parent de l'enfant du milieu ne se pose pas cette question-là. Il faut, puis même dans la même famille, tu vas avoir un des enfants qui va être très grand, puis l'autre, au même âge, il est bien petit, puis là, on se soupçonne, tu sais, c'est vraiment bien, mais écoute, le brossage génétique, tu as des centaines de milliards de possibilités, fait que c'est possible que dans la même famille, il y ait des différences interindividuelles énormes. Fait que vous allez avoir un rôle
de rassurer beaucoup les parents quand leur enfant présente des particularités physiques, cognitives, affectives ou sociales. Il faut les rassurer par rapport à ça. À moins que leur enfant présente des écarts, soit en haut, soit en bas, par rapport à la norme. La norme, là, la courbe normale du développement, c'est une courbe qui est très écrasée et très étendue. La différence interindividuelle. Il m'en reste deux. Est-ce qu'il vous reste une place dans votre cerveau? C'est dommage parce que c'est le concept clé. Essayez d'aller chercher votre besoin d'actualisation. C'est dans l'effort qu'on voit si vous êtes dans l'actualisation. Alors, vous allez reproduire le petit dessin que je fais là. Comme un beigne. Le centre du beigne, ça va être les acquis. Puis toute cette zone-là, ça va être une zone optimale de développement. Ce concept-là, il est fondamental. Si vous voulez aider quelqu'un à se développer, vous devez respecter le principe de la zone proximale de développement, peu importe l'âge de cette personne, qu'il soit un bébé, qu'il soit un ado, un adulte, une personne âgée. Les acquis. Comment on fait pour savoir qu'un acquis est acquis? Quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose qui est acquis, Savoir si tu connais la réponse. Mais pas juste la réponse, là, mais qui est capable de faire ce que je lui dis de faire, puis est capable de le faire tout seul, sans aide. Il est capable de le faire tout seul, sans aide. Par exemple, mon enfant, je lui demande de mettre ses bottes ou d'attacher son manteau. Il est capable de mettre son manteau tout seul, d'aligner la fermeture éclair, la pine dans le trou, et de zipper son manteau tout seul. S'il est capable de le faire tout seul, une fois, ça veut dire que toutes les autres fois où la mère pressée le fait pour lui, elle fait pour l'enfant quelque chose que cet enfant a acquis. Savez-vous ce qui se produit lorsque l'on fait pour quelqu'un quelque chose qu'il est capable de faire seul? Qu'est-ce qu'il fait? Il régresse. Il y a une régression. Chaque fois que vous coupez la viande de votre enfant alors qu'il est capable de la couper, vous êtes en train de l'empêcher de se développer. Vous dites l'aimer, vous mentez. Il faut le faire tout seul. Puis quand l'enfant qui est capable de faire quelque chose, il dit « Hey, moi, quelqu'un! » Bien, il faut le forcer à le faire par lui-même. Si on ne veut pas arriver en retard à la garderie, il ne faut pas habiller l'enfant. Il faut se lever 15 minutes avant pour amener l'enfant à s'habiller tout seul. S'il est capable de le faire tout seul. Comprenez-vous l'idée? Même chose pour un ado, même chose pour tes étudiants, même chose pour une personne âgée. Tu as M. Leduc qui va pelleter sa cour. J'ai déjà parlé de mon voisin, M. Leduc, qui a 80 ans. Il gratte sa galerie, puis souvent il y a des voisins qui sortent pour essayer d'aider M. Leduc à gratter sa galerie. Si on aide M. Leduc à gratter sa galerie, alors que M. Leduc gratte déjà sa galerie par lui-même, on va tuer M. Leduc. Il faut qu'on aille aider M. Leduc quand M. Leduc nous demande de l'aider. Puis pour qu'il nous demande de l'aider, il faut qu'on entretienne des relations sociales avec M. Leduc alors qu'il n'a pas besoin d'aide. On jase avec dans la ruelle, on lui raconte toutes sortes d'affaires, de telle sorte qu'il se sent à l'aise avec toi. Puis quand il va avoir besoin d'aide, bien, c'est toi qui vas venir voir, au lieu d'aller voir les autres voisins qui sortent l'aider de façon inappropriée. Okay. La zone proximale de développement, qu'est-ce que c'est? C'est la personne, elle est capable de faire quelque chose si on l'aide. Elle n'est pas capable de le faire toute seule, mais si on l'aide, elle va y arriver. Alors, pour évaluer la zone proximale de développement de quelqu'un, que devez-vous faire? Évaluer si elle est capable de le faire seul. Il faut que tu regardes d'abord ce que je lui demande de faire. Es-tu capable de le faire tout seul? Au plan cognitif, au plan physique, au plan affectif, au plan social. Tu as un enfant, tu veux savoir s'il est capable de ramper. Tu prends une balle,
ou un objet qui aime, mettons son hochet, tu ne lui donnes pas dans ses mains. Tu lui donnes un pied plus loin que lui. Là, il regarde l'objet, puis il va gigoter, parce qu'il veut l'objet, il n'est pas capable de l'atteindre. À un moment donné, tu vas l'approcher, il va le prendre du bout des doigts, tu vas le forcer, parce qu'à un moment donné, il va réussir à développer la capacité de remplir parce que tu l'as aidé. Une chose avec une personne âgée, tu ne le fais pas pour lui. Tu t'assois en arrière, tu dis, OK, là, vous cliquez là-dessus, vous faites ça, tu lui fais faire par lui-même. S'il peut le faire tout seul. Pour mesurer la zone proximale de développement, on regarde tout ce qu'il peut faire, on essaie de trouver qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire seul. La première mesure, c'est qu'il faut qu'il ne soit pas capable. Après ça, je vais l'aider. Je vais lui donner deux choses pour aider. L'aide, peut-être ça va choquer certains, là, mais il y a deux choses que tu dois faire quand tu aides quelqu'un. Évidemment, la première affaire, c'est que tu lui donnes des ressources. Il faut que tu lui montres comment, évidemment. Il faut que tu l'aides. Il y a une autre affaire qu'il faut que tu lui fasses. Il faut que tu lui donnes des contraintes. Tu lui donnes des contraintes pour qu'il se force. L'enfant que tu veux faire, tu veux qu'il marche, il ne faut pas que tu prennes tout son poids dans tes mains en déposant ses pieds par terre. Tu fais juste donner la main pour garder son équilibre. Puis là, sa main, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer sa main un peu en avant. Là, il va être obligé de faire un pas. Il faut que tu lui mettes des contraintes. Moi, si je veux que vous appreniez, je regarde vraiment, tu maîtrises-tu le français, tu as une certaine logique intellectuelle, est-ce que vous avez des acquis du secondaire avant d'arriver au cégep? On s'attend à ce que vous ayez un certain nombre d'acquis, je ne peux pas vous remontrer. Mais je veux vous développer. Personnellement, je ne veux pas vous développer ici. Je veux vous développer au maximum. Fait que pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vous explique les notions, je vous donne des exemples, mais je vous donne aussi des contraintes, des examens. J'exige que vous soyez là, que vous soyez attentifs, pas de téléphone. Je mets de la pression, mais je ne mets pas juste de la pression. Je mets aussi des ressources. Donc, je n'êtes pas capable de passer l'examen final avant de faire mon cours. Dans le cours, je fais ça, puis je vais regarder. Maintenant, quel serait quelqu'un qui serait ici? Quelles seraient les caractéristiques d'une personne qui serait en dehors de la zone proximale de développement? Cette personne, oui, il n'y a pas d'acquis, puis il n'y a pas... Non, il y a des acquis. Il y a un certain... Tout le monde en a des acquis. Tout le monde. Il y en a qui ont un petit acquis de rien du tout. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'acquis, à quoi ressemblerait sa zone proximale de développement? Non, s'il n'y a pas beaucoup d'acquis, il peut juste se développer comme ça. Juste un enfant de 6 mois, il ne va pas être capable d'apprendre le calcul différentiel intégral, même s'il a le meilleur prof au Québec. Il ne sera pas capable. Ce qu'il y a ici, à l'extérieur de la zone proximale de développement, c'est quelque chose que la personne ne peut pas faire seule, mais si j'y donne les bons moyens, qu'est-ce qui va arriver? Non, si je donne les bons moyens puis il réussit, il est dans la zone proximale. Si je l'aide et il réussit avec l'aide, c'est la zone proximale de développement. Qu'est-ce qu'il y a là? On échoue avec l'aide. Même avec la meilleure aide, j'ai mal évalué, c'est en dehors de sa zone proximale de développement. Si tu exiges de quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire et qu'il échoue même quand on lui donne de l'aide pour le faire, qu'est-ce qui va y arriver? Régression. De la même façon qu'il va régresser si tu n'exiges pas plus que les acquis d'une personne. Il faut toujours que vous exigiez plus des gens que ce qu'ils sont capables de vous donner. Il faut toujours que vous exigiez plus que ce que la personne est capable de vous donner si vous voulez qu'elle se développe. Mais, ce que vous exigez de plus, que devez-vous faire en plus de l'exiger? Il faut l'aider à répondre à ça. Tu veux que ton chum parle de ses émotions, il n'est pas capable de parler de ses émotions. Tu dis, parle de tes émotions!
Ça, c'est la contrainte. Ça prend ça. Il ne faut pas que toi, tu nommes ces émotions. Tu mets une pression pour qu'il parle de ces émotions. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider. Tu vas te nommer tout croche l'émotion. Tu vas dire, ça serait-tu plutôt ce mot-là que tu veux dire? Ou il n'y aurait pas un mot plus précis? C'est vraiment ça que tu ressens? Tu donnes de la rétroaction pour qu'il ajuste son message. Tu lui montres à parler de ses émotions correctement. Même chose, si tu veux montrer un programme informatique à quelqu'un, fais-le pas à sa place. Regarde, tu fais ça. Il n'aura rien appris là. Tu l'assois, tu lui dis quoi faire, 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps qu'il arrive à le faire tout seul. Comme ça qu'on développe quelqu'un. Régulation mutuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, parent, éducateur, éducatrice, prof ou infirmière, doit adapter les ressources et les contraintes à la personne. Ça veut dire que moi, je m'adapte à vous en fonction du rythme avec lequel vous apprenez. Vous avez l'impression que moi, j'ai du pouvoir sur vous, ça c'est assez évident, parce que c'est moi qui donne les notes. Mais vous me régulez aussi. Si vous comprenez plus vite, je vais enrichir mon cours. Si vous apprenez moins vite, je vais préciser les éléments dont vous avez besoin. Je vais donc adapter les ressources et les contraintes. Un bébé de 6 mois, il a du pouvoir sur ses parents. Il va gueuler jusqu'à temps qu'ils viennent. Fait que le pouvoir doit se jouer dans les 2 sens. C'est pour ça qu'on appelle ça la régulation mutuelle. On doit s'adapter au patient, et le patient doit s'adapter aux interventions qu'on fait pour lui, pour qu'il puisse répondre à ses besoins et se développer correctement. Alors, pour le prochain cours, j'aimerais que vous vérifiez lequel des enfants dans la première page du cas se développe bien. Et qu'est-ce qu'ils se développent? C'est physique, cognitif, affectif ou social. Puis s'ils ne se développent pas bien, trouvez pourquoi. Au prochain cours.